Nous avons interrogé Bruno Bachimon sur les trois complexités qui se conjuguent aujourd'hui et comment les gérer. Bonjour Bruno, notre invité d'aujourd'hui. Bonjour Pierre. Je suis très heureuse de vous accueillir dans notre chaîne YouTube Reliance et Résilience et aborder ensemble aujourd'hui le concept de sense making pour donner du sens dans un monde en perte de repères face aux crises en cascade. Alors, nous sommes avec Bruno Bachimon. Bruno, pourriez-vous vous présenter avant de commencer à parler de notre sujet d'aujourd'hui, s'il vous plaît? Oui, bien volontiers. Donc, je suis Bruno Bachimon. Je suis professeur à l'Université de technologie de Compiègne. J'enseigne la logique et la philosophie. Par ailleurs, j'ai eu des activités à l'Institut national de l'audiovisuel, où j'ai dirigé la recherche pendant quelques années et après, j'ai été conseiller scientifique. Et j'ai également dirigé la recherche de l'Université de technologie de Compiègne et la recherche et la valorisation de Sorbonne Université ces 3 dernières années. Donc mes domaines d'investigation sont essentiellement, la philosophie du numérique et pour faire court, de réfléchir sur ce que le numérique fait à la connaissance, ce que le numérique fait à notre mémoire et notre relation, en fait, avec, notre environnement. Donc c'est un peu l'impact global, du numérique sur nos capacités cognitives, de manière générale et sur nos supports de connaissances de manière plus particulière. Et c'est pour ça d'ailleurs que je me suis intéressé aussi à l'ingénierie des connaissances et donc, par exemple, à la question des ontologies que j'ai eu l'occasion d'aborder, dans d'autres lieux avec Pierre Moyen et Open People, Factory. Bruno, entrons dans le vif du sujet d'aujourd'hui. Pourquoi avons-nous un problème avec le sens et pourquoi la question du sense making est-elle une question? Alors effectivement, c'est une question qui est soulevée fréquemment, ça et là, et avec raison. Et d'autant plus que, pour ma part, je considère qu'on a 2 phénomènes d'accélération des dernières décennies qui sont venus, rendre, cruciale et urgente, cette question, du sens. Alors ces 2 phénomènes, le premier, c'est, le thème de la complexité. Alors c'est un thème qui est assez classique, hein, qui n'est pas neuf, hein. Il remonte, aux sous différentes disciplines scientifiques du XXe siècle. Aux années 80, c'était un thème très à la mode avec les sciences de la complexité qui se mettaient en place. Et puis, le deuxième, qui est encore plus ancien, dans sa thématisation, c'est la notion de bureaucratie, hein, qui avait été, bien étudiée par la sociologie du début du XXe siècle, notamment, Weber, par exemple. Et mais comme je vais l'argumenter, plus loin, eh bien, cette réponse, pardon, bureaucratique à la complexité est en fait la pire des réponses que l'on puisse imaginer, puisqu'elle ne fait, qu'accélérer, notre perte de sens et notre déréliction face à la complexité dans laquelle nous sommes plongés. Alors revenons au premier élément qui est, la complexité. Pourquoi faut-il de parler de complexité? Alors en fait, pour faire vite, je dirais que, dans notre, environnement, nous avons affaire à 3 grands qui, aujourd'hui ont, tendance à, structurer, nos sociétés et la manière dont on veut répondre précisément à la complexité qui nous environne. Un type de complexité qui, aujourd'hui, s'intègre de plus en plus dans nos environnements socio-techniques. La 1re, c'est la plus ancienne dans l'histoire des sciences, c'est ce que j'appellerais la complexité analytique. C'est, le fait de pouvoir expliquer les phénomènes du réel en le découpant, à travers des lois qui, vont rendre compte de la diversité et de la variabilité des, phénomènes. Si on suit l'étymologie, hein, analytique, ça veut dire couper en morceaux, fragmenter, découper. Eh bien, on va avoir, des domaines scientifiques qui vont découper un domaine, par exemple, la chimie, le mouvement en physique, le vivant en biologie et cetera. Et au sein même de la physique, on va avoir, le rayonnement, par exemple, ou la lumière et cetera. Et donc ces différents domaines, découpés dans le réel, vont avoir leur explication, nomologique, c'est-à-dire par des lois scientifiques, par exemple les équations de Maxwell, pour l'électromagnétisme ou l'équation de la relativité générale, pour, la physique, du mouvement, par exemple. Donc cette complexité est analytique et en plus, elle renvoie en fait à ce qu'on peut dire être un approfondissement, une compréhension, fine, d'un réel qui est, rendu par une simple loi. C'est-à-dire que la variabilité infinie des phénomènes est rendue par une simple loi, conceptuelle, formelle et théorique. Alors
souvent, cette complexité et cette approche du réel ne suffit pas parce que tout n'est pas réductible à des lois. Et puis, par ailleurs, il va falloir composer ces lois entre elles, c'est-à-dire ce qu'on a séparé par une pensée analytique, il va falloir le réunir par une manière de gérer des systèmes qui renvoient à ces différents domaines. C'est pour ça qu'on a besoin de ce que j'appelle une complexité synthétique. Alors, encore une fois, l'étymologie peut nous aider. Synthèse, ça veut dire poser ensemble. C'est-à-dire que dans un même système, on va poser ensemble des éléments techniques qui renvoient à des lois scientifiques différentes, à des principes qui sont différents et qui n'ont pas forcément l'habitude d'être pensés et compris ensemble. Donc c'est là, on aura tout l'art de l'ingénieur d'ailleurs, qui va venir travailler à comprendre, analyser, dominer cette complexité synthétique, c'est-à-dire là où on a des systèmes qui sont hétérogènes, qui renvoient à des principes scientifiques, analytiques différents. Donc récemment, cette complexité synthétique ne fait que s'accroître puisque, par exemple, on va avoir des systèmes cyberphysiques où on va vouloir introduire de l'information et de l'ingénierie habituelle, et également des systèmes introduisant des acteurs humains hein, au sein de ces systèmes cyberphysiques, en renforçant toujours davantage l'hétérogénéité des composants. Un petit peu vaste et complexe va en fait introduire des éléments qui vont ressortir de différents domaines de l'ingénierie. Donc par exemple la mécanique des fluides, la mécanique des solides, la thermodynamique, etc., où on devra avoir des éléments épars de connaissances à rassembler pour pouvoir rendre compte de la compréhension que l'on peut avoir de ce système. Et puis, on va avoir une dernière complexité qui est sans doute la plus difficile à appréhender de manière scientifique, c'est celle que j'appelle la complexité herméneutique. La complexité herméneutique, c'est celle qui est propre à l'humain, c'est-à-dire l'humain comme étant le système capable d'interpréter son environnement, de s'auto-interpréter et d'interpréter ses alter-ego. Qu'est-ce qui fait que la complexité herméneutique est difficile? C'est pas parce que il faut avoir des équations complexes à traiter, c'est pas parce qu'on va réassembler des éléments hétérogènes entre eux, c'est parce qu'on va avoir des phénomènes circulaires. Quand un humain interprète un autre humain, cet autre humain sait qu'il a interprété et va modifier son comportement en retour. C'est-à-dire que si je suis interprété, alors je m'interprète moi-même en tenant compte de cette interprétation qu'on fait de moi-même, etc. Donc cette complexité devient circulaire, et dès lors qu'un système va comprendre en fait des éléments humains, eh bien, on va avoir une complexité qui va être propre à ces systèmes composants avec l'humain. Les complexités analytiques, synthétiques, herméneutiques, aujourd'hui, ces complexités sont de plus en plus intégrées, mélangées, puisque nos systèmes techniques sont des convergences de technologies, sont des intégrations de différents composants, où on va retrouver à la fois des principes analytiques, de l'hétérogénéité technologique et de l'interprétation herméneutique entre les agents. Donc, c'est cette montée en complexité à laquelle on assiste aujourd'hui. Et récemment, par exemple, dans les dernières décennies, on a vu des grandes convergences technologiques, par exemple la télécommunication et l'informatique, le son et l'image, les textes et les données, qui venaient de systèmes techniques différents, avec des principes et des composants, des métiers, des entreprises de secteurs disjoints qui désormais travaillent et s'intègrent de plus en plus, puisque c'est le même médium numérique qui permet de rendre compte de ces réalités qui étaient jusque-là hétérogènes et séparées. Donc, cette convergence technologique, ces innovations technologiques ont donc non seulement renforcé la complexité synthétique des systèmes, avec l'hétérogénéité qui permet d'être traitée dans de mêmes systèmes techniques, mais également puisque la communication, les échanges sociaux sont également pris en charge par ce type de système, on a la complexité herméneutique qui s'est introduite dans le pilotage de ces grands ensembles technologiques et ces nouvelles complexités techniques. Donc la complexité herméneutique est une partie inhérente de ces nouveaux systèmes techniques.
Alors la difficulté que va susciter ce type de système technique intégré qui intègre ces différentes complexités, eh bien, c'est que désormais l'humain fait partie de ces systèmes et ne peut plus les piloter de l'extérieur comme s'il pouvait être dans une posture de domination et extérieure où, considérant le système comme un tout, il est capable de le comprendre, de l'analyser et de le piloter. En fait, l'humain est une composante, une partie d'un système qui l'englobe et c'est de l'intérieur qu'il doit, arriver à le comprendre, l'analyser, le synthétiser, l'interpréter et donc le gouverner et le piloter. Alors la difficulté, c'est que, bien évidemment, on n'a pas une théorie générale du complexe qui, s'offre à nous, pour pouvoir, gérer globalement, tout ce qui est ressorti de cette, complexité. Ce qu'il faut, c'est avoir plutôt une théorie, locale, une pratique, une pragmatique qui va nous permettre de nous orienter et d'évoluer avec, la complexité. Donc, dit, de manière plus synthétique, la complexité étant maintenant un phénomène qui nous submerge, qui nous englobe, qui nous comprend, eh bien, si on veut, évoluer dans cette complexité, il faut, évoluer, depuis cette complexité et pour paraphraser Pascal, si, les systèmes, nous comprend dans leur extension, eh bien moi, par le sens que je vais en avoir, je vais essayer de les comprendre, hein et donc, le sens nous permet de comprendre les systèmes qui eux-mêmes nous comprennent dans la complexité qui nous domine. Donc c'est en ce sens que la question du sens, justement, est devenue première, parce que étant une partie du système qui nous domine, la seule manière de s'en sortir, c'est de pouvoir s'orienter, de donner du sens à ce qui nous enveloppe, pour pouvoir définir une attitude de gouvernance et d'évolution locale et pragmatique, telle que nous pouvons la donner à nos actions et comportements. Donc c'est cela le 1er aspect de la question que l'on a abordé ici et le deuxième aspect de la société contemporaine à laquelle on participe aujourd'hui, c'est un autre phénomène qui est un petit peu, antinomique au 1er, c'est le phénomène de la bureaucratisation. Alors ce que j'entends par bureaucratisation, c'est le fait de décomposer nos processus sociaux, socioculturels, socio-communicationnels en procédures mesurables effectuables, contrôlables, délégables à des artefacts et qui, globalement, sont soumis à des logiques gestionnaires et comptables. Alors, pourquoi est-ce que la bureaucratisation est un phénomène massif et en plus en accélération? C'est que dans un premier temps, la bureaucratisation semble être une solution qui est adaptée à la montée de la complexité. C'est-à-dire que la bureaucratisation, dans un premier temps, peut donner l'illusion d'avoir davantage d'efficience et de fiabilité parce qu'on va pouvoir réduire les tâches en sous-tâches élémentaires et avoir un contrôle plus effectif et plus efficient de ces tâches élémentaires pour pouvoir après assurer le fonctionnement du système global qui comprend ces tâches élémentaires. Donc là, vous retrouvez la bonne vieille raison cartésienne que parfois on caricature, où l'enjeu, c'est de comprendre un problème par sa décomposition en sous-problèmes et les solutions apportées à chaque sous-problème permettent d'avoir la solution au problème global. Alors pourquoi cette méthode bureaucratique est une illusion et ne fonctionne pas? C'est que son efficience, qui peut être réelle parfois, elle repose sur une condition ou une hypothèse assez forte sur son environnement. Le principe de base de bureaucratisation, c'est qu'elle est efficiente à condition que l'environnement soit contrôlé, c'est-à-dire que la procédure puisse s'appliquer en ayant une conformité, une cohérence avec un environnement qui ne change pas et n'évolue pas pendant le temps de la mise en œuvre de la procédure. Et donc, c'est la garantie du contrôle de l'environnement qui permet d'assurer l'efficience de la procédure. Or, le problème que l'on a aujourd'hui, c'est que précisément avec la complexité que j'évoquais tout à l'heure, eh bien, cette hypothèse du contrôle de l'environnement ne fonctionne pas, ou en tout cas ne fonctionne plus.
Le 19e siècle, par exemple, à travers, l'industrialisation, ce qui a donné lieu au Fordisme, au Taylorisme et cetera, a eu une métaphore du monde réel comme usine où, par définition, on a un environnement contrôlé, l'usine, dans lequel les tâches de production vont pouvoir être décomposées et donc avoir une efficience, mesurée, contrôlable et optimisable. Sauf qu'évidemment, à l'évidence, le monde réel, n'est pas une usine et le monde réel ne peut pas s'arraisonner comme, étant, un environnement stable, répondant à des lois fixes et dans lesquelles on peut définir des procédures qui soient, optimales. Notre environnement n'est pas calculable, il n'est pas contrôlé et donc, de ce fait, les procédures que nous pouvons, mettre en œuvre sont, à un moment ou à un autre, mises en défaut, du fait de la complexité de l'environnement qui a évolué, qui s'est transformé, qui s'est, reconfiguré. Or, là, on arrive un petit peu à une tension, maximale entre, la bureaucratisation qui, transforme le monde en procédure en faisant l'hypothèse, du monde comme usine et la complexité qui, n'arrête pas d'évoluer et de faire évoluer, de reconfigurer, le monde. Et le drame auquel on est, confronté, c'est que, précisément, la bureaucratisation étant en échec, la seule solution qu'elle voit à son échec, c'est de rajouter davantage de bureaucratisation. C'est-à-dire de vouloir toujours pondre la nouvelle norme, la nouvelle procédure, la nouvelle réglementation qui permettrait de, s'ajuster à un réel qui a encore, évolué. Et donc, la bureaucratisation, puisqu'elle est incapable de penser, son environnement autrement que comme une procédure, eh bien, elle pense que sa meilleure réponse à l'évolution de l'environnement, c'est de, concevoir et proposer une nouvelle, procédure. Alors, cet emballement, hein, cette fuite en avant de la bureaucratisation ne peut aboutir qu'à un échec total pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'effectivement, la procédure est toujours dépassée par ce qu'elle met en œuvre, parce qu'elle est toujours d'emblée inadéquate à l'environnement, auquel elle veut répondre et surtout pour les acteurs qui sont, derrière ces procédures, qui sont plongés dans la complexité qu'on évoquait tout à l'heure, ils ne peuvent avoir qu'un sentiment de perte de sens, de déréliction, c'est-à-dire de sentiment d'abandon où, les éléments qui leur permettaient de piloter et de s'orienter jusqu'à présent, eh bien, ils sont effacés par la procédure et rendus caducs par, l'évolution, de l'environnement. Et donc, on s'aperçoit que non seulement on a un système qui devient inefficace, mais, également les acteurs qui, sont derrière ces procédures sont perdus et ont un sentiment d'échec, d'abandon, d'insécurité permanente, c'est-à-dire qu'ils ne savent jamais très bien ce qu'ils font, ni pourquoi ils le font, ni quelles conséquences cela peut, avoir, et de bureaucratisation de notre manière d'y répondre, d'autre part. Et donc, ce hiatus, c'est le hiatus entre ce qu'il faut faire, donc gérer la complexité, et les moyens qu'on se donne pour le faire, c'est-à-dire la bureaucratisation, un hiatus qui ne peut que se creuser puisque, devant un phénomène qui demande de plus en plus de compréhension, de sens, c'est-à-dire le phénomène de la complexité, on y répond par des procédures qui en ont de moins en moins, c'est-à-dire la, bureaucratie. C'est en ce sens que, le thème de sense making qui avait été proposé, par Pierre Moyen me paraît très pertinent parce que c'est bien de ça dont il s'agit. C'est-à-dire, il s'agit de refaire sens dans un monde qui n'en a plus et pas tellement le monde qui n'en a plus, mais c'est notre manière de faire qui n'en a plus. Et donc on a un travail, du sens à effectuer et ce travail, eh bien, pour moi, c'est un travail qui est herméneutique. C'est-à-dire de remettre le sens au centre du débat et donc de faire un travail d'interprétation de notre environnement, de nous au milieu de cet environnement, c'est-à-dire qu'il y a une causalité circulaire entre nos actions et la réponse, de l'environnement et de pouvoir reconstruire, eh bien, ce qu'on doit faire lorsqu'on pilote dans la complexité, c'est-à-dire des outils de compréhension globale et des, outils d'évolution, et de gouvernance, locale pour s'orienter au sein de cette complexité qui, nous domine. C'est comme je l'ai dit tout à l'heure, on ne peut pas dominer l'extérieur de la complexité, elle nous submerge. On ne peut que se plonger dedans, mais plonger dedans, ça ne veut pas dire se noyer. S'y noyer, c'est plutôt être en la posture du navigateur sur son bateau au milieu de l'océan, où on apprend à s'orienter, à évoluer avec son environnement mouvant.
Et donc c'est, à mon sens, la première analyse que l'on peut faire sur, cette pertinence et cette urgence de la question du sens, aujourd'hui dans l'environnement, à la fois technologique et socio-culturel qui est le nôtre. Alors, Bruno, pourriez-vous à présent nous guider vers les possibilités de donner du sens à ce qui nous échappe, comme la complexité, et à ce qui n'en a pas, comme la bureaucratie? Alors selon moi, les moyens d'aborder ce supplément de sens qui est la complexité, en dépassant cette absence de sens qu'est la bureaucratie, c'est sans doute, faire appel à des outils que l'humanité connaît bien, puisque cela a été ses guides civilisationnels pendant, de longs siècles. En ces derniers temps, ces dernières décennies, hein, ce sont des outils cognitifs et des techniques intellectuelles. Il y en a de nombreuses, qui sont proposées aujourd'hui, mais il y en a 2 que je vais reprendre ici et les 2 que je veux mettre en avant, c'est d'une part l'abstraction et d'autre part la narration. Alors, l'abstraction, vous allez me dire que, c'est pas vraiment nouveau comme, concept, ni comme pratique, ni comme posture. C'est même, le plus évident et il n'y a pas besoin de faire, d'études approfondies, de philosophie ou de sciences humaines et sociales pour, proposer que ça doit être un moyen clé pour pouvoir maîtriser le réel. Mais d'une certaine manière, on en a de plus en plus besoin, dans la mesure où, puisqu'on a une convergence entre différents systèmes techniques, une hétérogénéité des différents systèmes dans lesquels on doit évoluer, il est de plus en plus important de pouvoir réduire la variabilité des phénomènes auxquels on a affaire et de ce fait pouvoir en abstraire des compréhensions partagées, de pouvoir en abstraire des schémas formels qui sont permanents au-delà de cette variabilité, non seulement infinie, mais dans la variabilité ne fait que croître, hein, du fait de la complexité qu'on a évoquée tout à l'heure. Et puis, 2e élément, il ne faut pas voir derrière l'abstraction uniquement les mathématiques, celle qui a fait ses preuves dans les sciences technologiques et les sciences de la nature, mais ce n'est pas la seule. Il y a beaucoup d'autres domaines où l'abstraction est un outil, intellectuel puissant pour aborder la variabilité des phénomènes en jeu. Par exemple, l'abstraction juridique est une manière de pouvoir formuler un jugement sur, les turpitudes des actions humaines et l'infini de leurs variantes sur les turpitudes et l'infini des variations des actes et des actions humaines. On a également l'abstraction en sociologie, on a l'abstraction en histoire, où on essaye d'avoir une compréhension de l'événement historique qui, par définition, est singulier et incomparable. Donc, on a ce schéma d'abstraction qui n'est pas forcément la réduction à la loi mathématique, mais qui est tout simplement la construction d'une représentation qui, selon son ordre, essaye de rendre compte de la variabilité des phénomènes. Alors effectivement, après, quand on revient au phénomène et aux aspects ponctuels, particuliers, variables, contingents, etc., eh bien, chaque discipline a forgé ses outils. Donc, la physico-mathématique a le calcul. Mais par exemple, le droit, il aura la jurisprudence et la morale aura la casuistique. Donc, on a tout un ensemble de techniques qui ont été élaborées par nos différentes traditions intellectuelles qui permettent de gérer la variabilité des phénomènes qui rend accrue par la complexité et de pouvoir avoir des schémas de compréhension et des schémas formels, abstraits de réduction de cette complexité. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, la réduction de la complexité ne peut être que locale, on ne pourra jamais avoir une théorie globale de la complexité. Donc ça veut dire que l'abstraction en soi est un outil, mais qu'il n'est pas suffisant. Il faut de ce fait avoir une autre stratégie complémentaire à l'abstraction pour pouvoir s'orienter, évoluer dans la complexité. Et cet outil, il n'est pas non plus très nouveau, c'est la narration. La narration, Paul Ricoeur disait que c'est l'outil qui nous permet de faire la synthèse de l'hétérogène. C'est-à-dire que quand j'ai un parapluie et une machine à coudre sur une table, eh bien pour expliquer ce qu'ils ont à faire ensemble, peut-être que le meilleur moyen, c'est de faire l'histoire de ce qui est arrivé à ce parapluie et à cette machine à coudre pour qu'ils se retrouvent ensemble à cohabiter sur la surface d'une même table. Donc la narration, c'est cette capacité que nous avons à construire un récit qui rend intelligible
la logique des acteurs qui peuplent ce récit et ce qui les relie à travers la trame des événements dans lesquels ils sont mobilisés. Donc le récit, on le trouve à toutes les étapes de la culture humaine. Hein, on sait que les cultures dites orales, qui n'ont pas transcrit justement par l'écriture leur compréhension de leur environnement, eh bien, construisaient leur rationalité à travers des grands récits, ce que nous on appelle de manière un peu méprisante une mythologie ou des mythes, mais qui sont en fait des rationalisations très sérieuses de l'environnement, de ce qui nous entoure, à travers des histoires, des récits qui expliquent et qui rendent compte de la manière dont l'environnement est constitué, et d'autre part des grands événements qui l'ont amené à l'état que nous connaissons à un moment donné. Et ce récit, on le retrouve dans différents éléments de différentes disciplines scientifiques que l'on a aujourd'hui. Alors évidemment, le plus évident, c'est le récit historique. La science historique raconte l'histoire avec un grand H, mais elle le fait à travers la narration des histoires avec un petit h, où à chaque fois on essaie de rendre compte de la singularité du réel à travers un récit qui rend explicable, intelligible, et la logique des actants au sens humain ou non humain, et la logique des événements qui relient ces différents actants. Et en différentes disciplines de l'ingénierie, on s'aperçoit que l'outil narratif est également très utilisé et très mobilisé. Par exemple, on s'est aperçu que pour gérer les risques, notamment les catastrophes qui par définition ces derniers temps arrivent de manière singulière. Il y a quelques années, on a eu des inondations en Europe centrale où les grands fleuves ont débordé. On n'avait jamais vu ça depuis des décennies, et donc on ne peut pas s'appuyer sur la connaissance antérieure, statistique, raisonnée pour pouvoir se préparer à ce qui va venir après. Eh bien, plusieurs moyens qu'on a trouvés pour pouvoir partager l'expérience, en hériter et pouvoir s'adapter à ces catastrophes que souvent on ne voit qu'une seule fois, eh bien, c'est de faire le récit de la manière dont s'y est pris à un moment donné, pour que ceux de côté, eh bien, en s'appropriant ce récit, puissent en hériter de la connaissance associée et pouvoir se comporter en adoptant eux-mêmes leurs règles de conduite. C'est-à-dire que le récit, c'est un outil qui permet de passer de l'expérience singulière à une autre expérience singulière, la mienne et la vôtre, en n'ayant pas besoin de reposer sur une théorie générale qui souvent fait défaut. On n'a pas la capacité d'avoir une loi générale qui rend compte des différents faits particuliers, et le récit nous permet de bondir d'une situation particulière à une autre à travers le récit que l'acteur ou le protagoniste du premier récit en fait, et donc nous permet d'y accéder et de le partager. Donc le récit est un outil excessivement puissant. Et souvent, il a été dévoyé. C'est tout le courant du storytelling qu'on a depuis quelques décennies. Il est dévoyé parce qu'il est utilisé mal à propos. Il n'est pas utilisé pour donner du sens, mais souvent il est utilisé pour noyer le sens ou pour subvertir le sens, ou au contraire pour manipuler l'auditeur, ce qui n'est pas évidemment le but premier du récit. Le récit, c'est de pouvoir raconter ce qui m'est arrivé comme ce qui aurait pu vous arriver, et donc de ce fait devient une histoire qui est commune et partageable, et donc on peut construire un sens commun et un horizon partagé. Et donc, dans cette optique, le récit est tout à fait utile lorsqu'on veut s'orienter dans la complexité. Lorsqu'on veut s'orienter dans la complexité, on fait face à un phénomène global qui nous domine, qui nous dépasse, dont on n'a pas la théorie générale. Donc, on est obligé de se baser sur l'expérience singulière qui nous arrive, dans la complexité que nous sommes en train de vivre, et d'en faire le récit pour la rendre partageable avec d'autres, et donc de pouvoir construire ensemble un horizon narratif partagé de gestion de la complexité. Donc le récit, ce discours ensemble, cette histoire commune que nous construisons ensemble, est un outil privilégié pour pouvoir avoir une expérience humaine de la complexité, c'est-à-dire une expérience dont on est capable de rendre raison, qu'on est capable de savoir comment on veut la vivre, et surtout comment on veut s'orienter au sein de cette complexité.
Alors, ça veut dire quoi par rapport à la bureaucratie que j'évoquais tout à l'heure? Eh bien, cette bureaucratie est précisément la négation de toute narration, c'est-à-dire d'adaptation au contexte et d'adaptation à la singularité. La procédure, c'est ce qui n'a pas besoin d'une histoire pour pouvoir être exécutée. Elle a juste besoin de routine et de contrôle. Or, le récit, c'est ce qui va permettre de faire la place au fait singulier, à l'événement imprévu du contexte, qui va modifier la manière d'appréhender la procédure et de savoir correctement l'appliquer. Dit autrement, la narration, c'est le retour du contexte dans la procédure. Et donc, plutôt que d'aller dans un cycle incessant de révision de procédures, où on voit que les entreprises n'en finissent pas de mourir sous l'empilement des procédures qu'elles essayent de mettre à jour, elles feraient bien plutôt d'adapter un style de gestion et de management qui repose sur la confiance qu'on fait aux acteurs, qui sont désormais des narrateurs, c'est-à-dire qu'ils sont capables de raconter ce qui leur arrive, de raconter la manière dont ils vont donner du sens à ce qui leur arrive, et donc de pouvoir s'orienter dans les décisions qu'ils vont prendre. Donc, de ce fait, l'abstraction est un outil qui permet de s'abstraire de la contingence du réel, mais cet échappement de la contingence du réel étant que partiel et local, il est nécessaire de pouvoir mobiliser l'outil narratif qui permet de donner un sens global à ce qui nous arrive et de nous orienter localement dans cette complexité, et surtout de pouvoir avoir un horizon de sens partagé, c'est-à-dire une histoire que l'on peut répéter, que l'on peut partager, que l'on peut modifier dans un récit collectif. Donc souvent, on utilise la notion de récit collectif de manière péjorative, en considérant que c'est une manière mythique de décrire le réel, avec beaucoup d'autres. Personnellement, moi je pense qu'au contraire, le récit est un outil de rationalisation du réel, une manière de rendre compte du contingent, de la complexité en tant que telle, par ce qui la compose aujourd'hui, c'est-à-dire sa circularité et son caractère herméneutique inhérent. Voilà, c'est terminé. Merci beaucoup Bruno d'avoir consacré de votre temps pour nous aider à donner du sens aux mots complexité et bureaucratie. Merci également à nos auditeurs de nous avoir suivis et à très bientôt sur notre chaîne Reliance et Résilience. Vous trouverez une synthèse des messages que Bruno, avec Open People Factory, ont voulu vous faire passer. On vous remercie et on vous dit à bientôt. Pierre Moyen.